voulais inviter Alain Rival à nous présenter donc, le projet Salsa. Bonjour et merci d'être venu à cette journée. Je vais essayer d'être bref, c'est dur parce que, je suis provençal, donc provençal parle beaucoup, c'est connu. Et deux, je suis prof à l'université, donc les profs ça parle beaucoup aussi, donc je vais essayer de faire bref. Pour reparler de ce que cette initiative Salsa, donc mise en place par le CIRAD, mais qui a une vocation de devenir une plateforme de partenariat multi-acteurs, duquel le CIRAD voudrait, comme dans tous ces dispositifs en partenariat, laisser la gouvernance progressive aux partenaires. Donc l'idée, c'est bien de travailler sur des paysages durables en Asie du Sud-Est. Donc un sujet d'intérêt général, une région. C'est comme ça que le CIRAD essaie de travailler pour être un peu plus lisible et consacrer nos maîtres forces à des sujets d'intérêt qui soient susceptibles de créer des plateformes communes avec un effet de multiplicateur pour nos chercheurs. Pour le contexte général, on connaît tous cette activité roulante, en mauvais jeu de mots, je sais, mais sur ces feux de forêt récurrents qui sont liés ou pas à la déforestation, mais qui sont la partie visible de pratiques peu durables dans beaucoup de filières, pas seulement palmiers, mais aussi riz, bois tropicaux, EDA, etc. La traçabilité, qui est une question récurrente aussi, d'où viennent nos produits, comment s'assurer qu'ils ont été produits dans de bonnes conditions sociales et environnementales, la crédibilité des normes, on vient d'en parler, des standards nationaux, internationaux, les standards appliqués aux biocarburants, à l'huile alimentaire, etc. Et puis notre constat, nous, en tant qu'institution de recherche publique, c'est qu'il y a un déficit, mais ça ne date pas d'hier, ça fait 60 ans que le CIRAD travaille sur le palmier, c'est pas une nouveauté pour nous. Il y a une culture du secret, il y a beaucoup de recherche qui est faite par des organismes privés. Quelques pays comme l'Indonésie et la Malaisie ont des instituts d'État, mais on a du mal à partager les connaissances, à les publier ensemble, à les confronter, à les rendre crédibles. Et il n'y aura pas de certification, il n'y aura pas de durabilité crédible, du côté aval de la filière comme du côté amont, parce qu'il y a encore beaucoup de pouvoir public à convaincre, notamment en Indonésie, qui est un pays très décentralisé, où il faut aller très près du terrain pour convaincre les gens de l'intérêt de la non-déforestation. Ça ne marchera que si on partage nos connaissances. Et on n'y est pas encore. Il y a encore beaucoup de progrès à faire sur ce chapitre-là. Donc il manque ces projets fédérateurs, ces lieux de rencontre, ces plateformes où on puisse partager et confronter des résultats qui les rendent plus solides, ce qui est la base d'une recherche scientifique qui marche. Pour nous, il n'y a rien de nouveau. Ces questions-là, elles sont en filière tropicale pérennes, mais elles sont axées sur des questions génériques à tout projet de développement agricole. Est-ce qu'on fait du développement agricole ou de la conservation? Quel système de production on va utiliser, sur lequel on va se baser? Monoculture intensive, sur des périmètres bien choisis, avec un effet de mosaïque, ou l'agroforesterie, on mélange un peu tout sur les mêmes territoires. Quel type de production? On l'a évoqué tout à l'heure, agro-industrie, agriculture familiale, comment les faire cohabiter, comment l'une se nourrit de l'autre, comment l'une est de l'autre. Il y a beaucoup d'images d'Épinal sur les agricultures familiales. L'agriculture familiale, ça pollue, ça déforeste aussi. C'est pas le petit planteur magique avec sa petite cabane en bambou. C'est souvent des pratiques peu durables, mais aussi on a des parcelles de petits planteurs qui ont des rendements supérieurs aux agro-industries, parce que c'est l'horticulture de précision et que les gens s'y mettent et consacrent beaucoup de temps à la parcelle, ce qu'on ne fait pas dans l'agro-industrie. Donc il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Intensification versus résilience, ça aussi, c'est pas que l'agriculture tropicale, c'est l'agriculture en général. Est-ce qu'on continue à générer des Formule 1 à grand renfort d'OGM ou de sélection génétique classique qui vont marcher qu'avec du carburant de très haute qualité avec des très bons pilotes? Ou est-ce qu'on fait des 2 chevaux que tout le monde peut conduire mais qui marcheront quoi qu'il arrive? Et ça peut faire sourire, mais c'est la clé des choix de stratégie scientifique en recherche agricole. Vers quoi on va? Est-ce qu'on utilise les données scientifiques qu'on a en ce moment pour essayer de creuser un peu plus les ressources génétiques ou creuser un peu plus les programmes de sélection et les pratiques agricoles pour améliorer la résilience au changement climatique, bien sûr, il n'y a pas que ça. Si on regarde les fragilités du système de culture palmier à huile, ça donne froid dans le dos. On a 87% de la production qui est des 2 côtés du détroit de Malacca, ça ne fait pas grand comme surface. Moi, si j'étais un parasite du palmier à huile, je sais où j'aurais passé mes vacances, c'est sûrement le bon endroit. Et ça, c'est une fragilité évidente. Il y a des fragilités sociales, on a un système agricole. Moi j'interroge mes élèves agronomes en Malaisie, parce que je suis prof à Kuala Lumpur, ils me regardent avec des grands yeux étonnés, mais je leur dis, vous avez entre les mains le seul système de production agricole qui a été hérité directement de la colonisation, avec très peu de modifications.
le coton, la canne à sucre a été mécanisée, on a subi de gros bouleversements, pas de la culture périmérique. Et on fait face en ce moment en Malaisie, notamment, en Malaisie péninsulaire, c'est critique, mais ça va arriver ailleurs, en Indonésie très probablement bientôt, à ce manque de main-d'œuvre agricole qui met en danger ce système de production basé sur de la main-d'œuvre abondante et bon marché. Mais ça ne va pas durer. C'est des fragilités structurelles du système de production qu'il faut commencer à adresser. Et moi, j'alerte les jeunes agronomes, parce que ceux qui vont avoir ça à faire, moi je serai à la pêche en Nouvelle-Zélande depuis bien longtemps, mais il y aura des questions à adresser de manière assez urgente. On a beaucoup de chance, on est un peu assis sur nos lauriers, on a une plante extrêmement productive, qui est un bon gars, très solide, qui s'adapte à tous les sols, à peu près tous les climats tropicaux possibles, mais c'est aussi c'est pas une bonne position scientifique à proposer sur ces lauriers, c'est pas avec ça qu'on va progresser. Le CIRAD qui on est, on est un centre public, ce qui nous donne une position extrêmement privilégiée d'observateur actif, engagé dans la filière, une indépendance aussi. C'est-à-dire que c'est les impôts des gens, c'est le contribuable français qui nous paye à 75%. Les 25% restants, c'est de l'argent de projet, privé, public, grands bailleurs, Banque mondiale, etc. Mais c'est une position fragile. On est appelé, on est aspiré des deux côtés de la filière, soit les gens nous prennent pour une ONG, ce qu'on n'est pas. Moi, on est une OG, une organisation gouvernementale. Moi, je suis hébergé par l'ambassade de France à Jakarta, je n'ai rien d'une ONG. On nous demande de gendarmer le monde, d'intervenir sur l'état de tout ce qui se passe dans la presse, plus ou moins vérifié, plus ou moins avéré. C'est une aspiration dangereuse pour nous, parce qu'on n'a pas mandat à intervenir publiquement sur tout ce qui se passe autour des filières tropicales. On n'est pas gendarme du monde et on est un centre de recherche, c'est-à-dire notre façon de réagir, nous, c'est sur des publications scientifiques avérées, évaluées par nos pairs. On n'a pas mandat à participer ouvertement à tous les débats de la société civile. On intervient quand il y a des biais scientifiques brutaux, visibles, quand un texte de loi est mal foutu, mal ficelé, fait des amalgames réducteurs et faux reconnus scientifiques, là on réagit parce que là on est titillé dans notre âme de scientifique, je dirais, mais il faut rester dans ce débat. Un établissement public, on s'occupe du développement agricole pour faire simple, hein, avec tout ce que ça a de diversité scientifique et thématique. On est à peu près 800 chercheurs. On travaille dans beaucoup de pays en développement. On a des directions régionales permanentes, ce qui fait notre originalité. Moi, je suis directeur régional permanent à Jakarta, donc je représente le CIRAD pour la région Asie du Sud-Est insulaire, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Timor, Brunei. Et puis, on est 12 directions régionales comme ça par le monde, donc c'est des points d'entrée aussi pour nos partenaires. On est là, on est présent sur le terrain. Et je pense que c'est ça qui a fait aussi notre attractivité vis-à-vis de l'Alliance, c'est qu'on est les mains dans le cambouis. On ne fait pas de la science sur ordinateur depuis Montpellier au Paris. Un budget pas assez gros, mais bon, c'est pas votre chose, c'est pas le mien non plus. Et en gros, une grosse action de formation. Ça aussi, c'est un des mandats du CIRAD, peut-être le principal pour moi, parce que je suis prof de fac aussi. C'est la formation de doctorants, la préparation justement de ces jeunes chercheurs. Moi, je suis en train de rénover un master de plantation management en Malaisie. On ne parle pas de durabilité. J'ai l'impression de revenir à l'école d'agronomie de Montpellier dans les années 80. Ça n'a pas tellement bougé alors que c'est là que ça se passe. Il y a un énorme effort à faire de rénovation d'enseignement et d'avoir des directeurs de plantation, des directeurs de coopératives, des décisionnaires publics qui aient la même base de connaissances sur ce que c'est que la durabilité et sur ce que sont les difficultés à certifier ou à définir la durabilité. Il faut parler de ça dès l'école, dès l'école d'agriculture, dès le master. Et ça c'est aussi et surtout un ancrage académique pour faire évoluer les mentalités et les enseignements dans ce domaine-là. Parce que c'est ni vous ni moi qui allons gérer tout ça dans 40 ans, c'est des ingénieurs qui sont encore à l'école publique. La recherche en partenariat, c'est notre ADN, c'est notre loi vertébrale. Il n'y a jamais de projet CIRAD, c'est toujours CIRAD avec quelqu'un. C'est ce qui fait à la fois notre fragilité, parce que c'est des coûts de négociation énormes, des tas d'endroits et des tas de projets qu'on pourrait faire mieux tout seul. Mais non, c'est pas comme ça qu'on a été conçu, c'est pas comme ça qu'on est toujours financé par l'État, c'est pour faire de la recherche en partenariat avec cette idée de rendre autonome des communautés scientifiques au Sud qui vont plus ou moins rapidement se passer de nous. C'est un peu douloureux des fois, mais les coups de pied aux fesses sont salutaires. On a quelques étudiants qui nous foutent dehors avec plaisir, et ça veut dire que ça marche. Donc forcément, le risque de dispersion n'est pas nul. Il faut qu'on se concentre sur des axes prioritaires. On est plutôt meilleur, ou plutôt mieux outillé, ou plutôt plus malin que les autres. Et surtout en partenariat au Sud, ça c'est aussi notre obligation. Notre statut d'EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial, ça nous donne une sacrée liberté de partenariat. Il y a
des anciens du CIRA dans la salle, ils savent ça très bien. On n'a pas de credo, on n'a pas de dogme, on va s'associer avec les acteurs qui nous paraissent les plus pertinents pour résoudre des problèmes de recherche appliquée, de développement agricole. Ça peut être privé, ça peut être public, ça peut être des organismes internationaux, ça peut être des centres du CGIAR comme le CIFOR en Indonésie, etc. Le panel de partenariat, que ça fait partie de mon boulot en Indonésie, j'essaie de garder la plus variée possible. J'essaie justement d'éviter le piège, de m'engouffrer dans un partenariat facile qui est riche, donc qui va financer la recherche, mais qui va nous tirer vers des aspirations ou des visions du problème qui ne sont pas forcément les nôtres ou pas forcément les meilleures. Alors, on s'organise en réseau ou en plateforme de recherche, on va voir plus ça dans le détail, et on essaie d'avoir des accords de nature pérenne. C'est pas one shot, ça n'importe qui peut le faire, n'importe quel bureau d'études un peu agile peut faire des projets de recherche agricole relativement bien menés. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'accès au terrain sur le très long terme, et on le voit par exemple sur le changement climatique. Les terrains sur lesquels on peut avancer des choses qui ne soient pas des bêtises sur la résilience des plantes au changement climatique, c'est les rares terrains, et c'est les doigts d'une demi-main, où on a des données climatiques et agronomiques sur 30-40 ans. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Sous les tropiques, les gouvernements changent, les sociétés se rachètent, il n'y a pas que sous les tropiques, mais ici c'est bien pareil. On perd des données, on perd de l'intérêt pour tel type de problématique parce que les directeurs scientifiques changent. Il y a très peu d'endroits où on arrive à avoir des grandes séries de données agroclimatiques sur des plantes tropicales. Et ça, c'est vraiment notre boulot. C'est vraiment une chose sur laquelle on est vraiment utile de la communauté scientifique, c'est bien ça. On cherche des accords de nature pérenne qui nous permettent un accès sur le long terme au terrain. Et puis, c'est une culture hein, que beaucoup de pays tropicaux n'ont pas encore, ça change. Et là aussi, la formation est très importante. Former très tôt les jeunes chercheurs et les jeunes décideurs à l'évaluation. On a décidé ça, mais on a fait une bêtise, on n'est pas les meilleurs. Il faut se soumettre à l'évaluation, pas de notre institution ou de nous en tant qu'individus, mais de la valeur ajoutée apportée par la plateforme ou le réseau. Si elle n'apporte rien, ben on arrête. C'est très difficile de faire un réseau, une plateforme. C'est plus facile de l'ouvrir que de le fermer, parce qu'on a des habitudes, et des fois ça ne sert à rien, donc il faut arrêter. On dit possible de recherche à partenariat, c'est notre façon de faire, c'est la façon pour le CIRA d'être visible, et puis de se concentrer sur des domaines où on est un petit peu moins mauvais que les autres. C'est une stratégie partagée par toute l'entreprise, et cette volonté se traduit maintenant depuis plus de 20 ans par des dispositifs qui deviennent pérennes et sur lesquels on a un peu de recul. C'est assez marrant parce que c'est très structurant pour nous. C'est là où on envoie nos jeunes chercheurs en formation, c'est là où on récupère des données, des programmes de recherche pertinents, c'est là où on peut peser justement grâce à ces plateformes multi-acteurs, on a accès à des données multiples et variées, on peut peser un peu sur les politiques publiques. C'est vraiment une part très importante de notre crédibilité. Si on enlève ça, le CIRA n'est plus vraiment le CIRA. Un peu d'anglais pour nos amis indonésiens, ça sera plus facile. Les trois bases, hein, l'innovation, la recherche et l'éducation supérieure, ça c'est les trois bases communicantes sur lesquelles les plateformes sont toutes montées. Il faut qu'il y ait une partie formation, hein, formation supérieure, master, PhD, formation professionnelle, pourquoi pas, hein, si c'est la demande des partenaires. La recherche, bien évidemment, puisqu'on est un institut de recherche, il faut qu'il y ait la recherche de qualité, qu'on va élever aux standards internationaux. C'est bien de faire la bonne recherche, mais il faut qu'elle soit reconnue, publiée, attestée, présentée dans les colloques. C'est pas toujours dans la culture de tous nos partenaires, mais ça fait partie de notre boulot de commencer très jeune à les former. C'est aussi une forme d'évaluation, hein, de proposer nos résultats à la communauté scientifique. Ils sont disséqués, acceptés ou pas. Et ça aussi, c'est la base de notre crédibilité. Si on veut fournir, notamment au système de certification, des données sur les tourbières, des données sur la pratique de compostage, sur qu'est-ce que c'est qu'une population de petits planteurs, il faut qu'on soit extrêmement rigoureux dans nos méthodes, qu'on soit extrêmement rigoureux dans la façon d'analyser statistiquement nos résultats. Ben, il n'y a que la publication internationale qui nous donne cette garantie-là. Des produits de la production de connaissances certifiés de haute qualité, et puis ce continuum avec des utilisateurs de la recherche, parce que ça aussi c'est notre raison d'être. On ne s'arrête pas à la publication, on n'est pas le CNRS et l'INSERM, on a une autre mission qui est d'aller sûrement moins en profondeur et moins dans le détail que ces instituts-là, bien sûr, mais d'aller jusqu'au bout de l'application de la recherche. Un exemple, par exemple, moi j'ai fait de la génétique sur PMU pendant des années, on a créé il y a une dizaine d'années une filiale qui vend des semences. Donc là aussi, ça questionne notre position d'acteur public de la filière. Tout le bénéfice de la vente de semences, c'est l'argent que demande au moins à l'État français pour faire la recherche publique. Donc on n'a pas d'état d'âme là-dessus, mais ça illustre bien ce continuum de l'innovation jusqu'à la mise sur le marché de semences dont on s'assure qu'elles arrivent à tous les acteurs, notamment les petits planteurs. Ça ne sert à rien de faire des bêtes de course qui font 9, 10, 11 tonnes d'huile à l'hectare si les petits planteurs n'y ont pas accès.
où quand il arrive, c'est mélangé avec du tout venant, et on ne sait pas où c'est. Et ces plateformes de partenariat, il y en a dans le monde entier. On en a 4 en Asie du Sud-Est, sur l'alimentation des villes, sur la santé animale, sur l'agriculture de conservation et sur les petits planteurs basés sur les systèmes de production d'EVA en Thaïlande. Ça, c'est ma zone que je partage avec un autre directeur régional qui est basé à Hanoï. Et on voit qu'Indonésie-Malaisie, il y a un léger trou, et ça faisait partie de ma lettre de mission de boucher ce trou en essayant de voir ce qu'on pouvait faire comme plateforme de partenariat dans cette région. Et une plateforme de partenariat, c'est aussi un accès à d'autres plateformes, puisqu'on va organiser notre recherche outre-mer sur ces plateformes. Ce réseau de plateformes, en accédant à une plateforme, on a accès facilement à plusieurs milliers de chercheurs qui sont sur des domaines variés, développement agricole. Ils ont des critères communs, la confiance réciproque, bien sûr, le long terme, hein, j'insiste là-dessus, je l'ai déjà dit, et mobiliser ses propres moyens. On ne vient pas comme sitting partner pour s'asseoir et attendre que les financements arrivent. On arrive avec nos propres moyens, notre université, nos masters qui sont déjà en place, nos terrains, nos pratiques si on est un industriel, notre réseau de clients, de partenaires, etc., de membres dans le cas d'Alliance par exemple, etc. Le renforcement des capacités, on l'a vu, hein, de la recherche aux standards internationaux, je le répète encore, et puis l'évaluation. Ça, c'est vraiment les 3 piliers qui doivent gérer ces plateformes, une transparence de gestion et une ouverture à l'évaluation. On n'est pas sûr de faire bien, donc autant demander aux autres si c'est bien ou pas. Alors, elles sont toutes différentes, ces plateformes, elles sont toute taille et toute couleur, ça va du réseau informel d'alerte sur les maladies tropicales aux Caraïbes jusqu'à des campus intégrés avec des masters internationaux, un siège, des bureaux, tout est possible. Des comptateurs très variés, ça peut être très académique, ça peut être très industriel, ça peut être gouvernemental, mais ce sont des organismes vivants, c'est-à-dire que ça change en taille. On a des dispositions partenariales, des plateformes qui ont 20 ans d'âge et qui ont changé de taille, d'assiette, de partenaires tout le temps. Les gens rentrent, sortent, tâtent la porte, se fâchent, reviennent, etc. C'est des organismes vivants, c'est un peu comme RSPO, ça n'arrête pas de bouger, c'est comme ça que ça avance. Un point commun, on a vu, c'est les problèmes agricoles majeurs en Afrique du Sud-Est, la gouvernance tournante, les résultats de recherche, etc. Et puis une approche inclusive. On essaie d'avoir, on va très rarement fermer la porte à un partenaire qui tape la porte d'une disposition partenariat, pour peu qu'ils se soumettent à ces règles de fonctionnement qui ne sont pas très strictes, mais qui sont indiscutables. Il n'y a pas de raison qu'un groupement de producteurs, une coopérative, une ONG locale ne viennent pas participer à une plateforme partenariat. C'est transparent, c'est ouvert, c'est des résultats publics, publiés. Il n'y a aucune raison de se fermer à un type de partenariat. Alors ça dit bien. On n'est pas parti de zéro, on est parti d'un partenariat bilatéral qui marche. Ça fait plus de 30 ans qu'on est installé en Indonésie, en Malaisie, des accords bilatéraux, j'en ai des armes en pleine à Jakarta. Donc on a du bilatéral qui marche. On a choisi des gens avec qui on travaille depuis longtemps. Justement, on a essayé d'accéder des terrains de longue date, PT Smart, dont M. l'ambassadeur a parlé. Sinarnas, donc Sofino, c'est un autre de nos partenaires basés à Sumatra, avec qui on a des actions en sélection génétique depuis une trentaine d'années, voire plus, sur la filière palmier. On a un partenariat bilatéral public avec les universités locales, l'Université de Montpellier, Agropolis, qui est notre association d'instituts de recherche sur l'agronomie à Montpellier, l'ICIT qui vient d'être créé, donc qui est un groupement d'instituts financés par le financement d'avenir, donc qui va nous donner quelques dizaines de millions d'euros récurrents pour booster cette recherche internationale. Donc ça, une conjonction astrale qui n'est pas mauvaise. On a du bilatéral privé en Europe avec l'Alliance, on vient de signer cet accord pendant ça en agriculture. Donc l'idée c'est d'utiliser ce bilatéral qui marche de très longue date, qui a fait ses preuves, qui a généré un paquet d'étudiants, de thèses et de publications, pour en faire un partenariat régional, multilatéral, public-privé, enrichi, qui vient englober ces partenariats bilatéraux. C'est pas facile, c'est pas facile de partir de zéro, mais c'est pas facile non plus de partir d'une relation qui marche bien et d'aller voir des directeurs de la recherche chez PT Smart ou chez Sopiner en disant on va faire un truc différent, ça ne changera rien, ça va vous apporter plein de trucs, vous allez rencontrer plein de nouveaux partenaires, vous allez pouvoir ouvrir des formations de PhD à vos plantations managers. Bon, ça a marché, mais ce n'était pas évident de convaincre tout le monde. Alors c'est ouvert, c'est pas encore figé, loin de là, mais l'idée c'est bien ça, c'est de rester très inclusif avec tous les gens qui sont de bonne volonté pour travailler sur ces problèmes de durabilité des filières. Alors une étape importante, nos amis de l'ambassade d'Indonésie l'ont rappelé, c'est la signature donc, de ces lettres d'intention. En Malaisie, donc, par Michel Eddy, qui aurait dû être là aujourd'hui, qui malheureusement a été empêché, donc le faire en place, notre PDG, avec l'Université Putra Malaysia, chez qui on a des chercheurs expatriés depuis longtemps, l'Université de Montpellier,
l'ASAID, qui est l'association des universités d'Asie du Sud-Est, qui nous permet d'ouvrir l'enseignement et la formation à la durabilité des filières au niveau régional, en incorporant très vite des pays comme la Thaïlande, par exemple, qui sont très demandeurs de ce type de formation. En Indonésie, un partenariat un peu plus large, mais on voit que celui-là tend plutôt vers le partenariat privé, puisqu'on a Sinarmas, qui est un des gros groupes de production de pain de mie à vide, l'Asia-Pacific Coconut Community, qui se parle de lui-même, le PTRPN, donc, qui est le réseau des plantations publiques indonésiennes. Ça, c'est très important d'avoir accès à ce réseau-là, parce que c'est beaucoup de surface, c'est beaucoup d'innovation. C'est aussi des gens qui travaillent de très longue date avec nous, avec qui sont beaucoup de leurs dirigeants sont d'anciens étudiants à nous. Donc, et ça permet d'avoir cette approche multifilière de manière intrinsèque, puisque par nature, le PTRPN s'adresse à toutes les filières européennes. Voilà, donc ça c'est l'acte fondateur, hein, d'apporter sur les fonds baptismaux. Maintenant, il faut s'y mettre, hein, il faut commencer à danser. Donc la première chose, c'est d'avoir, nous, au niveau du CERAD, un groupe d'animateurs dédiés, parce que c'est pas moi, l'animateur, qui vais porter ça pendant 20 ans. J'étais à l'origine de ce projet, je l'ai amené sur les fonds baptismaux, je continue à m'en occuper. Il faut que ça soit très vite pris en charge par un groupe de travail interne au CERAD, et puis avec des représentants de chaque signataire. Avancer sur un texte fondateur, on a des lettres d'intention, mais ce ne sont pas des textes fondateurs, il faut bien réfléchir, bien policher ce texte, pour savoir sur quoi les partenaires vont venir travailler avec nous, et s'ils sont clairement et définitivement d'accord sur ces principes de base qui sont la gouvernance tournante, la transparence, la recherche, l'excellence, etc. Le mode de gouvernance, hein, est-ce qu'il y a un ticket d'entrée ou pas? Est-ce qu'on a un bureau exécutif basé à Montpellier, basé à Jakarta, basé à Kuala Lumpur? Toutes ces questions d'intendance qu'il va falloir régler. Déboucher sur un accord de consortium qui sera, lui, une obligation légale et non plus une lettre d'intention, pour définir ce premier cercle de membres fondateurs qui ne sera pas très différent des signataires de la lettre d'intention, mais bon, on a déjà d'autres compagnies privées qui tapent à la porte, ce qui veut dire qu'ils sont intéressés par rentrer dans la plateforme. Il y a des gens comme le CIFOR, donc des centres du CITU qui sont intéressés aussi, s'ils ont des projets de durabilité des filières, des flagships qui sont très proches de ce qu'on veut faire avec cette salle, il n'y a aucune raison qu'ils ne viennent pas travailler avec nous. Et puis définir très vite un premier groupe de projets, on ne va pas tout faire. Il y a des projets sur lesquels on est en retard, des projets sur lesquels personne n'a jamais rien fait. Il y a des choses très urgentes, notamment la typologie ces petits planteurs. Quand on a dit petits planteurs, on n'a rien dit, c'est comme quand on a dit forêt. Il y a la définition communément admise qui est de moins de 50 hectares. Moi, j'aimerais bien, dans une seconde vie, avoir 50 hectares de pain à vide. Je ne vois pas tellement souci en fin de mois. Je paierai un peu sur une grande fortune en France, c'est probable. Donc 50 hectares, ce n'est pas un planteur familial dans ce qu'on entend par une famille qui n'a pas recours à la manœuvre extérieure. Ça, c'est une autre définition. Donc, toute cette typologie des petits planteurs, on a eu de l'argent de l'ANR ici en France pour travailler dessus. On a gratté un petit peu la surface. Et on a vu que c'était bien plus compliqué que ce qu'on imagine. Il y a des trajectoires très différentes. Il y a des gens qui sont autochtones, allochtones, qui vont repartir. Des gens qui font du palmier, mais plein d'autres choses. Des gens qui font que du palmier. Des gens qui ont envie de grandir, des gens qui sont très contents de leur hectare ou de leurs 2 hectares. Ça, c'est sûrement un des projets collaboratifs immédiats sur lesquels on peut s'entendre, parce que ça intéresse tout le monde. Les bailleurs publics, comme les sociétés comme Sinarmas, qui ont des planteurs associés en pourtour de leur bassin de récolte, qui sont des outgrowers, qui sont des planteurs hors schéma nationaux, et qui ne connaissent pas, qui connaissent pas les déterminants de leurs décisions, leur futur, comment on peut les faire évoluer vers un meilleur bien-être pour eux, mais aussi une production de meilleure qualité, etc. Il y a beaucoup d'interrogations sur ces sujets. Et une première action de formation, puisque l'épine dorsale des plateformes, on l'a vu, c'est la formation, donc il faut s'entendre avec forcément les partenaires universitaires qui rentrent dans la plateforme pour mettre en place le plus tôt possible. Alors je sais que c'est compliqué, parce qu'il faut que ce soit agréé par les ministères, etc. Ou alors revisiter quelques formations clés sur lesquelles nos partenaires privés et publics vont pouvoir envoyer des jeunes en formation et commencer à bâtir ce que va être Salsa dans maintenant. Voilà, après, que ce soit une plateforme en discussion partenariat, ça c'est du jargon tiradien, ça n'a pas grande influence, ce n'est que si c'est un DP, on va avoir un petit peu d'argent en interne pour organiser des séminaires et puis réaliser un peu plus de financement. Ça, on n'en est pas encore. Voilà, merci beaucoup.